Bien le bonjour à tout le monde. Donc, comme je disais, hein, j'ai ouvert les accès au chat et aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous en sentez le besoin ou l'envie. J'essaierai de répondre. Généralement, j'essaie de répondre au fil de l'eau dans les sessions en physique parce que voilà, c'est facile. Là, avec les outils, ça sera peut-être un peu plus compliqué de jongler avec tout ça. J'ai aussi un petit souci d'œil et de fièvre, donc je vous prie de un peu d'indulgence. Euh, Et donc, on va démarrer cette session qui s'appelle Inspiration et passion versus impuissance et ras-le-bol. Alors, si vous êtes là, c'est que ça vous a interpellé et j'en suis heureux. Et je vais parler pas mal de moi, de mon expérience et de ce que j'ai pu vivre. Et donc, on va démarrer là-dessus tranquillement. Tout d'abord, je vais remercier, comme d'habitude, nos sponsors parce que moi, j'ai la joie de participer à un certain nombre de conférences et je sais que c'est précieux d'aller chercher des sponsors, d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui croient en nous et qui ont envie de diffuser un certain nombre de choses et que voilà. Je veux aussi remercier les organisateurs parce que voilà, ils m'ont choisi et m'ont permis de faire cette conférence et c'est très agréable de pouvoir contribuer et de partager un certain nombre de choses avec d'autres et ça a beaucoup de valeur pour moi. Ça me ressource beaucoup de pouvoir être avec vous et de refaire le monde et de proposer des nouvelles visions, etc. Alors, je m'appelle Pat Kaogil et je suis coach agile, sans surprise. Je suis aussi certifié coach pro. Et dans mon passé, voilà, j'ai eu un passé plutôt technique, développeur, expert technique, et puis architecte. Et puis voilà, ça fait une bonne dizaine d'années que je fais du coaching agile et que j'accompagne différents types de transformations hein, d'équipes ou d'entreprises. Et j'ai un certain nombre d'outils que j'aime bien utiliser pour comprendre ce qui se passe. Moi, je sais que chez moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est comprendre, comprendre les situations, comprendre les relations, comprendre les interactions, comprendre les résistances au changement, etc. Et c'est un moteur important. Et du coup, voilà, je me documente beaucoup et j'ai été investiguer un certain nombre d'outils. Et je sais que la communication non violente, c'est un outil que j'utilise beaucoup parce que ça me permet d'apporter des relations plus fluides, de contribuer à la sécurité psychologique, etc. L'énéagramme, hein, qui est un outil un peu de profilage qui permet de mieux comprendre aussi pourquoi les gens ont réagi d'une certaine manière. L'analyse transactionnelle aussi pour tout ce qui est les jeux psychologiques, les jeux de pouvoir, les jeux de domination et réussir à démêler tout ça. La spirale dynamique aussi qui m'aide vraiment à essayer de situer l'entreprise là où elle se trouve et pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des résistances, etc. Et on en parlera de manière un peu plus profonde à la fin de la conférence, parce que c'est un outil que j'aime bien manipuler et que j'aime bien transmettre aussi. Et je fais partie d'une entreprise, un petit cabinet de conseil, enfin, qui commence à grossir, qui s'appelle Reactive, que j'ai rejoint, et notamment parce que effectivement son slogan c'était Agile is not enough. Et effectivement, j'ai la conviction que il faut savoir utiliser tout un tas de connaissances, de théories, parce que ça fait des décennies que on a des gens brillants qui ont écrit sur tout un tas de choses. Et l'agilité n'est pas une finalité. Et surtout, il y a plein d'autres choses qui nous permettent d'explorer la conduite du changement, l'accompagnement, la compréhension des systèmes, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'être avec des gens qui ont ce mindset. Alors, ce qui m'a poussé à soumettre à cette conférence, euh, c'était vraiment ce thème-là, dépasser les oppositions à l'agilité. Je trouvais ça très intéressant parce que je l'ai vécu moi-même en fait. Hein. C'est difficile de pas avoir de retour du public, hein. C'est de pas sentir l'énergie des gens qui sont présents. Euh, et j'aimais bien cette image hein, avec cette sensation qu'il y a tout un tas de gens en face de vous qui sont dans la résistance, dans l'opposition, qui font semblant de faire ou qui vont pas aller jusqu'au bout, etc., etc. C'était vraiment intéressant pour moi d'aller investiguer ça et puis de vous proposer euh, une vision des choses plutôt optimiste hein, pour le coup, parce que j'ai entendu quelques conférences qui étaient on peut pas réussir une transformation c'est dur, etc.
Euh, mais ce que j'ai envie de vous partager, euh, c'est de comprendre, de prendre un peu de recul aussi sur l'histoire des organisations, sur l'histoire des entreprises, et se dire, tiens, mais en fait, effectivement, il y a tout ça, et bien aujourd'hui, on en rajoute une couche, et c'est pas simple, quoi. Et d'aller explorer aussi notre part de responsabilité. Se dire, mais nous, en tant qu'acteurs externes, en fait, on fait aussi partie du système et quelquefois, et ben, ce qui se passe est aussi lié à notre manière d'apporter les choses, à notre envie de changer le monde, etc., etc. Et j'avais envie de vous apporter cette part de réflexion sur quelle est ma part de responsabilité dans le fait que il y a de la résistance, que les choses ne vont pas aussi loin que j'aimerais, et peut-être de la compréhension sur comment j'en suis arrivé là et quels sont mes drivers, et puis quels sont les outils que j'utilise ou j'utilise pas, etc. Et j'aimerais qu'à la fin, on se prenne un petit temps d'empathie en se disant, bon, voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant que j'ai mieux compris tout ce qui se passe, se donner un peu d'empathie, de bienveillance en se disant, bah oui, oui, mais en fait, c'est quand même un métier très complexe qui est assez difficile, sur lequel on n'a pas la maîtrise ou le contrôle surtout. Et du coup, savoir comprendre les limites aussi de notre intervention, se donner la bonne ambition aussi, et puis se mettre dans une posture plus douce peut-être et moins exigeante envers soi. Euh, et quand on est moins exigeant envers soi, on est souvent moins exigeant aussi avec le monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est ça ma proposition aujourd'hui. C'est de refaire un petit tour d'histoire et puis d'aller explorer chez nous ce qui se passe et puis du coup se donner un peu de douceur par rapport à tout ça sur la difficulté d'accompagner une transformation. Alors j'ai mis plein de mots parce que moi j'ai vécu plein de choses intéressantes dans ma vie. Alors je suis plus tout à fait jeune hein, puisque j'ai 47 ans, j'ai commencé mon travail en 2000. Du coup j'ai vécu plein de choses, hein, le passage à l'euro, etc. Euh, et je me rappelle que la première application sur laquelle je suis intervenu, euh, on développait en production en fait. Et j'appelais l'utilisateur qui est à l'étage au-dessus. Et puis il venait avec moi et puis il me dit ouais là ça serait mieux d'avoir un bouton comme ça et puis là bah, il faudrait du coup remplir de cette manière-là et quand je valide et puis bah, je développais en production directement en fait. Et toutes ces années là dans les années 2000 et 2010 on a vécu plein de choses. On a vécu effectivement cette création, on va dire, de la qualité et de la sécurité qui a fait que, à un moment donné, le développement s'est séparé de la production. Et entre deux, on a mis encore une autre entité qui faisait le packaging et qui vérifiait et qui faisait les UAT, etc. Et puis, à un moment donné, on a séparé les devs aussi des fonctionnels, etc. Donc, on a créé plein d'organisations très différentes. On a CMMI qui est venu nous bousculer aussi pour nous donner des normes qualité standardisées qui permettaient de pouvoir dire ça, c'est une société qui travaille proprement et ça, c'est une société qui travaille moins proprement. Donc, du coup, on a apporté aussi tout un lot de trucs à remplir, de vérifications, de checklists, de normes, d'indicateurs, etc., etc. Il y a ITIL hein, qui date des années 80, mais qui est venu vraiment percuter l'IT dans les années 2000 aussi, pour essayer de mieux maîtriser les coûts, de mieux catégoriser les choses, pour être plus efficiente, plus efficace. Donc on l'a vu beaucoup dans les équipes de support notamment. Euh, on a vu aussi les organisations matricielles, où effectivement on avait du coup derrière nous un manager opérationnel hein, qui était notre chef de projet quelque part, ou notre responsable de service, etc. Et on était rattaché à un domaine fonctionnel. C'était notre métier. Et du coup, on avait un manager plus fonctionnel. Et du coup, on avait deux chefs quelque part. Et celui qui nous évaluait, c'était pas celui pour qui on travaillait directement, mais voilà, celui qui correspondait plus à notre domaine métier. Donc ça crée aussi une nouvelle manière de penser, de travailler avec d'autres pressions, d'autres contraintes. Et tout ça, c'était pour notre bien. On a vécu bah, l'arrivée de l'agilité, hein, Scrum, je vous en parle pas, j'imagine que vous connaissez, l'agilité à l'échelle. Les entreprises ont vécu des fusions, des alliances, du coup, il a fallu absorber des nouvelles pratiques, des nouvelles cultures, etc. On a vécu bah, effectivement l'avènement du flex office, hein, qui ont changé aussi beaucoup notre manière de travailler, puisque on n'avait plus toujours les mêmes voisins, on n'était plus sûr d'avoir la même place, on ne pouvait plus organiser son bureau avec son bug, etc. Et puis avec le Covid, l'explosion du remote et des nouvelles habitudes de travail.
On a organisé les entreprises aussi par métier ou par secteur. Moi qui faisais partie de grandes ESN, effectivement, on a découpé du coup. Nous, on va travailler plutôt côté énergie, nous, on va travailler plutôt côté aéroline, nous, on va travailler plutôt côté assurance, etc. Donc, on a séparé les gens et non plus par métier, mais plutôt par secteur d'activité. Et puis, les réorgs incessantes parce que tout d'un coup, le dirigeant change ou tout d'un coup, il faut montrer que on est capable de s'adapter au contexte, etc., etc. Donc, des réorgs, des réorgs, des réorgs. Donc voilà, il y a des modes qui sont arrivés, il y a des choses qui sont arrivées, et globalement, en fait, les entreprises vivent quelque chose qui les a bousculés tout au long de leur vie, hein. C'est pour ça que j'ai fait cette ligne un peu courbe, pour que ça crée des hauts et des bas, ça crée des choses qui étaient bien, des choses qui étaient moins bien. En tous les cas, c'est intéressant de se dire que j'arrive dans une entreprise et en fait, elle a une histoire. Et moi, je viens pour faire une transformation et c'est une énième chose dans la vie de l'entreprise. Il faut bien comprendre que une entreprise, en fait, c'est un organisme vivant, en fait, qui a évolué du début jusqu'à aujourd'hui de différentes manières, qui s'est adapté, qui a vécu des choses, en tous les cas, c'est pas. Euh, je remarque que, et moi le premier, hein, quand j'arrive dans une entreprise, en fait, des fois, je fais fi un peu de son histoire. Et j'apporte ma propre vérité en disant bah c'est ça qu'il faut faire, donc voilà, de toute façon c'est ma mission. Et du coup, j'envoie du lourd dans cette direction-là. Et de temps en temps, on me rappelle à un moment donné aussi que euh, en fait, je suis tout nouveau là, et eux, ils ont déjà vécu plein de choses. Et pour autant, l'entreprise, elle tourne et elle vit. Et puis voilà, il y a des choses qui sont restées, il y a des choses qui sont parties, etc., etc. Et c'est pour ça que parfois, on nous oppose cette histoire de la mode, c'est une agilité, ça va passer. Mais oui, parce que ils ont vécu, encore une fois, tellement de choses que ils ont vu que c'est passé en fait. Alors, moi, je sais qu'il y a des équipes qui avaient vécu une transformation lean et qui se résumait en gros à suivre en fait sur un management visuel avec des daily meetings, le workflow de leur activité et de pouvoir effectivement de réduire un petit peu le lead time en vérifiant les endroits où ça bloquait, etc., etc. Voilà, ça a été mis en place 1 an, 2 ans, et puis une fois que le coach est parti, c'est parti, ils sont revenus à des choses plus classiques, etc. Voilà, donc ils ont eu des courbes avec des choses qui ont marché ou pas marché. Ouais. Et tout ça, ça représente un équilibre pour moi qui est assez éphémère, parce qu'en fait, on bâtit des choses sur des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas toujours, et où on prend pas toujours le temps de savoir où on met les pieds, quels sont les mots qui sont un peu tabous, quelles sont les choses qui sont difficiles à entendre, etc., etc. Et j'ai l'impression que parfois, j'ai pu effectivement éparpiller plutôt les cailloux qui étaient en équilibre, plutôt que de contribuer à continuer cet équilibre. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, ça peut être bien, ça peut être mal, peu importe. Peut-être que c'était nécessaire de briser cet équilibre pour reconstruire quelque chose qui soit plus solide. Mais en même temps, euh, souvent les agilistes hein, ont très à cœur la première valeur du manifeste, qui est euh, les humains et les interactions. Et quand je fais ça, est-ce que je prends vraiment soin en fait de l'humain, euh, sous couvert effectivement d'une vérité? Est-ce que je crée pas de la souffrance en ne faisant pas attention en fait à ce qui existe et à leur histoire, etc. Voilà, c'est une vraie question que je pose et je trouve ça très intéressant de prendre un petit peu de recul en disant bah voilà tout ça ça a vécu, ils ont déjà vécu plein de choses et puis c'est encore un énième truc qu'on leur apporte et en quoi c'est meilleur que le reste en fait. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que la nature trouve toujours son chemin. Et malgré tout, dans ces entreprises, et j'en ai fait de beaucoup de nature, hein, parce que j'ai été dans beaucoup de secteurs d'activité très différents,
j'ai eu cette chance-là. Euh, bah, globalement, vaille que vaille, bah, ça délivre et puis l'entreprise, elle tourne en fait. Et c'est peut-être pas dans les meilleures conditions et c'est peut-être pas le plus efficace et c'est peut-être pas optimal. Peut-être que la valeur est pas toujours au rendez-vous et peut-être que ça crée effectivement des hauts et des bas sur le marché parce que ça crée de l'incertitude. On n'est peut-être pas au rendez-vous des utilisateurs, etc., etc. J'entends. Et en même temps, ça tourne en fait. Ça tourne et ça n'a pas attendu qu'on soit là pour que ça tourne. Et nous, on vient apporter du chaos et parfois, on peut avoir cette posture un peu haute de dire, bah, je vais vous apprendre à travailler parce qu'en fait, vous savez pas travailler. Donc voilà, moi je l'ai vécu clairement. J'ai eu la chance de pouvoir aller travailler à l'ingénierie chez Renault et j'ai des ingénieurs qui se sont dit, mais, écoute Pascal, nous ça fait 100 ans qu'on fait des voitures, tu sais. Et le marché est là, il y a des voitures dans la rue et on t'a pas attendu en fait. Donc on comprend que tu veux changer notre manière de faire, mais en vrai, on sait construire des voitures. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. Et ça m'a permis de revivre un peu de l'humilité, pardon. Vous voyez, j'ai du mal à le prononcer. C'est peut-être un signe. Euh, et puis à me remettre en fait à un niveau d'écoute pour aller chercher plutôt leurs difficultés, la compréhension de ce qu'ils ont vécu aussi, de ce qui n'a pas marché, et aussi de tout ce qui a pu être fait, pas forcément pour eux, mais parfois parce que bah, il faut le faire, parce qu'il faut montrer à l'extérieur que on applique voilà un certain nombre de méthodologies, etc., etc. Donc il y a aussi parfois de l'apparat, hein, et puis des fois c'est pour aussi l'ego du chef, etc., etc. Donc voilà, juste le message, c'était de se dire euh, qu'on réussisse sa transformation ou pas, euh, voilà, la nature va trouver son chemin et à un moment donné, les gens vont continuer à travailler. Et, voilà, c'est aussi un message d'espoir, hein, je trouve. Hein. C'est pas du tout contre nous. C'est aussi un message d'espoir de se dire, bah, finalement, vaille que vaille, les gens, ils s'adaptent et ils travaillent, etc. Et nous, on a sûrement des choses à leur apporter. Hein. C'est pas la question, mais et je trouve ça chouette de prendre un petit peu de recul là-dessus et se dire. En vrai, bah, en fait, les gens, ils bossent et puis ils font des choses, quoi. Et je vois qu'une des difficultés, et j'aimais bien cette image parce que de mettre le cœur un peu au milieu du labyrinthe, euh, comme vous avez vu dans le premier dessin que j'avais fait, euh, il y a plein de gens qui ont été apporteurs de vérité, de solutions, etc., etc. Et cetera. Et à un moment donné, je pense que certaines personnes peuvent être dans la confusion parce que bah, ils y croient plus en fait à ce nouvel apporteur de vérité. Euh, Pourquoi l'agile c'est mieux que le reste? Et on a essayé plein de choses et ça nous a pas forcément aidé. Ou il y a des choses qui nous ont aidé, qu'on a gardées, etc. Pourquoi l'agile plus qu'autre chose pourrait nous aider? Et, euh, et c'est une vraie question qui est pas simple à répondre. Euh, et on verra ensuite. Hein, je vais parler de conviction et de passion. Je pense que nous agilistes on est rempli de passion et de conviction. Et pour autant, voilà, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une entreprise et puis qu'on lui apporte un nouveau truc, mais pourquoi ce serait mieux que le reste? Voilà. Euh, et du coup, moi, j'ai de la compréhension pour ces personnes-là en me imaginant tout ce que j'ai vécu moi dans ma vie. Hein, j'ai déjà plus de 20 ans de carrière. Et effectivement, j'ai vécu plein de choses et il y a plein de choses qui m'ont marqué, etc. Et quand j'ai rencontré l'agilité, je me suis dit oui, ok. Et, bah voilà, en l'éprouvant, en le vivant, eh ben, j'ai vu que ça m'apportait d'autres choses. Et puis, j'ai rencontré des gens qui avaient des valeurs communes avec moi. Et c'est ça qui a déclenché le truc, en fait. C'est pas tant le fait d'avoir lu un article quelque part qui disait bah, ça va être magique, en fait. Donc voilà, j'ai de la compréhension pour ces gens qui remettent en question effectivement le bien fondé de l'agile parce qu'ils ont aussi vécu tout ça. Euh, et du coup, voilà, c'était un petit peu refaire un peu l'histoire, de se dire mais pourquoi on vit des oppositions à l'agilité alors qu'on est convaincu que ça apporte plein de choses et qu'il y a plein de choses matérielles hein, qui nous montrent que ça fonctionne en fait. Hein.
Si je reprends le Chaos Report, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que l'agilité elle fonctionne bien plus souvent qu'un cycle en V, et dans tout un tas de conditions qui sont pas idéales. Donc voilà. Donc les gens sont dans l'opposition et il y a des raisons à ça en fait. Et je trouve que c'est chouette de se redonner un petit peu cette histoire, ce vécu pour se dire bah en fait oui je comprends en fait et ils ont raison d'être dans le doute etc. Et peut-être que c'est à moi de venir dans une posture un petit peu différente et d'être plus en proximité peut-être. Je vais pas vous proposer de solution particulière mais en tous les cas euh, j'ai vraiment envie que vous vous posiez la question, vous dire, tiens, j'ai de la résistance, j'ai de l'opposition, et c'est quoi leur histoire en fait? Et pourquoi en fait ils n'ont pas envie? Et il y a sûrement plein de raisons qui vont être expliquées par des théories, etc. Mais déjà l'histoire, je trouve que c'est un élément important dans la compréhension de ce qui se passe dans votre mission de transformation, d'accompagnement. Je trouve que c'est déjà très intéressant en fait de se positionner là et se dire ouais, putain, ils ont vécu plein de trucs, plein de rayures, sans arrêt ça change. Voilà, ils sont en déséquilibre en permanence en fait, et tous les 2 ans. Donc, je ne sais pas, Marc, je ne sais pas. Alors effectivement, si je prends ce prédicat que c'est l'histoire qu'ils ont déjà vécue, bah, effectivement, plus tu as vécu d'histoires qui ont été des moments pas simples, bah, plus tu vas créer de résistance et de désillusion ou d'abusement, c'est une certitude. Alors qu'un jeune qui vient d'entrer, en fait, il est encore ouvert d'esprit. Il a peut-être ses vérités, hein, parce qu'il a appris aussi des choses à l'école, mais en tout cas, c'est pas son histoire qui va le freiner. Et du coup, il va sûrement être plus ouvert, ouais. Donc, ça fait sens que tu écris que, effectivement, les tranches d'âge de plus de 40 ans, éventuellement, ils sont plus réfractaires. Mais il y a d'autres choses qui l'expliquent aussi, hein. Je pense qu'à un moment donné de sa vie, ben, on a peut-être plus envie de stabilité, euh, on a des connaissances et on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous dire que bah on sait pas travailler et alors que voilà c'est nous l'expert du domaine quand même. C'est pas un expert méthodologique qui va m'apprendre comment gérer mon domaine, etc., etc. Donc il y a plein de raisons hein, que les plus seniors soient en frein. En tout cas, l'histoire peut effectivement induire que c'est les tranches seniors qui sont plus en résistance par rapport aux jeunes. Ça fait sens. J'aime beaucoup cette citation de Norman Kurz qu'on cite souvent hein, dans les rétrospectives, hein, qui est de dire, bah voilà, quelle que soit l'histoire, et ben avoir de la compréhension et puis vraiment être dans cette croyance que chacun a essayé de faire du mieux euh, qu'il a pu avoir comme compétence, comme envie à ce moment-là, et puis avec les ressources qu'il disposait à ce moment-là pour faire ce qu'il a fait. Et je pense que les gens qui sont venus avec ITIL, hein, qui sont venus avec CMMI, qui sont venus avec la séparation des devs et des ops, etc., ils avaient vraiment une volonté, une intention de performance, d'efficacité, de bien-être, et ça. Je pense que l'intention n'était pas forcément mauvaise, sauf que, et ça répondait, je pense, à des problématiques de ces époques-là. Et du coup, ça a marqué des époques, ça a marqué des choses, ça a marqué, etc. Et aujourd'hui, on vit un peu les conséquences de tout ça. Et des fois, il faut détricoter et des habitudes ou des réflexes ou des processus très lourds qui ont été mis en place, etc., etc. Et c'est notre legacy quelque part. Vous voyez, c'est vraiment comme un vieux système informatique. Et ben, on a des vieux systèmes organisationnels qui ont subi une obsolescence régulière avec des choses qui leur ont été apportées. Et donc, je trouve que c'est bien de donner un peu de bienveillance en se disant, bah oui, ils ont vécu tout ça et peut-être qu'à l'époque, c'était le nec plus ultra. Aujourd'hui, le nec plus ultra, c'est l'agilité. Peut-être que demain, ça sera autre chose. Voilà. Bon. Euh, J'avais envie de conclure là-dessus sur l'histoire. Juste se dire, bah, les gens qui ont apporté tout ça et qui ont essayé de créer des changements, ils ont sûrement eu des très bonnes idées et des envies de bien faire. Ah. Alors, l'agilité inscrite dans les gènes des générations Y et Z, je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu simpliste comme résumé. Euh, mais ouais.
Je pense qu'il, contrairement à d'autres générations, euh, le changement fait partie de leur nature. Hein. Quand on explique le VUCA, généralement, on dit que ces 40 dernières années, on a vécu plusieurs révolutions qui ont été de plus en plus rapprochées. Hein, on a eu la révolution de la télé, du téléphone mobile, de l'Internet, etc. Et c'est des révolutions qui sont rapprochées qui ont été de plus en plus courtes en termes de délai. Alors que les précédentes révolutions, il a fallu 50 ans, 100 ans pour y accéder, etc. La révolution industrielle, du pétrole, de l'électricité, etc. C'est des périodes qui ont été plus longues. Et du coup, aujourd'hui, nos jeunes, effectivement, ils vivent des choses qui sont impactantes sur des délais plus courts. C'est-à-dire que c'est pas une génération qui vit une révolution, c'est une génération qui en vit plein, en fait. Et du coup, euh, bah, ils ont ce besoin et cette nécessité de s'adapter plus simplement, en fait, parce que ça fait partie de leur vie et de ce changement. Euh, Malgré tout, moi, je vois que dans ma génération, j'ai vécu plein de révolutions aussi. Et du coup, je serais tenté de dire qu'on devrait être capable aussi de s'adapter parce que bah, on vit tout ça aussi, en fait. Donc voilà, c'est là où je vois la limite. Mais voilà, il y a plein d'avis sur les nouvelles générations. Euh, donc j'ai mis ce miroir hein, pour justement faire un peu cet effet miroir et parler un petit peu de nous. Je pense que c'est important de se dire, nous, en tant qu'agents de la transformation, euh, quelle est notre part de responsabilité dans tout ça? Et je pense que vous avez senti, hein, déjà, j'ai mis quelques prémices en disant, bah voilà, je suis arrivé sur certaines missions en tant qu'apporteur de vérité. Euh, et du coup, ben, je me suis pris un mur en fait en me disant, bah, écoute, on t'a pas attendu pour apprendre à travailler en fait. Et, euh, et déjà, vous voyez, cette posture d'apporteur de vérité, elle peut être parfois difficile face à des gens qui ont déjà voilà, beaucoup de travail, et c'est difficile pour eux, etc. Et de leur dire, bah, en fait, vous travaillez comme des cochons, voilà, c'est pas forcément le bon message en fait. Donc moi, je sais quelle part de responsabilité j'ai pu avoir dans mes missions sur la résistance au changement. Alors peut-être que je ne connais pas tout, hein, c'est pas la question, mais en tout cas, il y a des endroits où j'ai identifié que j'étais aussi responsable de la résistance au changement et de l'opposition à l'agilité, en fait. Et je vois chez beaucoup d'agilistes, et c'est très agréable. Et c'est très agréable. Et c'est pour ça que vous êtes sûrement dans ces conférences. Euh, c'est que on vit aussi de passion, en fait. On est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par l'aventure humaine, on est passionné par le changement, on est passionné par le fait d'aider les gens, de se donner du sens dans ce qu'on fait. Ce qu'on se dit, enfin moi personnellement, je me dis voilà, je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi et j'essaie d'apporter du bien-être dans les entreprises, d'apporter du sens, j'essaie d'apporter de l'équilibre, etc. Et faire en sorte que les gens ils travaillent dans de meilleures conditions et que du coup il y ait moins de souffrance dans ce qu'ils font, etc. Donc voilà, moi il y a tout cet élan de contribution chez moi qui est très important. Et je vais pas faire de généralité, mais j'ai le sentiment qu'on a souvent un grand S dessiné sur le torse, Superman, Sauveur, ce que vous voulez, euh, qui fait qu'on a cet élan en fait de contribution. Il y a une sonnerie, je sais pas pourquoi, et du coup je suis perturbé. Et du coup, voilà, on est nourri aussi de conviction que l'agilité aussi, c'est le bon outil, on va dire, pour arriver à cette fin de changement, de bien-être, etc., etc. Et que grâce à ça, on va pouvoir apporter une nouvelle manière de vivre les choses, des nouvelles valeurs, etc. Et moi, je sais que des fois, j'ai pu être frustré parce que euh, je m'attendais à ce que les gens accueillent ça avec tellement de simplicité parce que ça me paraissait mais juste normal en fait. Dire mais en fait pour mieux travailler il faut se parler et puis il faut se comprendre, il faut communiquer, etc. Et c'est pour ça qu'on se réunit en fait. Oui mais des réunions on en a plein, machin, etc. Oui oui mais là ça va être différent, etc. Oui mais enfin si on passe notre temps en réunion on va pas travailler. Enfin voilà. Et du coup, effectivement, des fois, cette conviction a pu être aussi un frein pour moi parce que, alors je vais plutôt passer sur ce slide du coup,
C'est ce que j'appelle les attentes et les frustrations. Euh, Quand je vais quelque part, c'est moins vrai aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça et sur moi-même. Euh, J'avais remarqué qu'en fait, au bout d'un certain temps, il y avait un mal-être qui s'installait chez moi ou de la colère. Euh, Parce que j'y arrivais pas en fait. Parce que j'avais pas le résultat escompté. Parce que, etc., etc. Et en fait, j'ai constaté que quand j'arrivais quelque part, en fait, je me mettais dans une posture euh, pas d'attendre, mais j'avais des attentes par rapport à ce qui allait arriver. J'avais des attentes par rapport au sponsorship des managers, aux attitudes des équipes. J'avais beaucoup d'attentes. Et du coup, quand les attentes ne sont pas remplies, euh, ben, ce que je vois, c'est que ça génère généralement de la frustration. Et la frustration peut mener à des sentiments soit de tristesse et de dépression, on va dire, soit de colère. Et comme dirait un grand sage, voilà, la colère mène à la haine au côté obscur. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors que j'arrive dans une nouvelle équipe, j'aime leur demander ce qu'ils attendent de moi et surtout leur demander que la direction de ma part leur fait prendre confiance en moi, leur ferait perdre confiance en moi. Qu'en penses-tu? En général, la question pose-tu à une nouvelle équipe que tu rejoins et accompagnes? Alors, c'est très dépendant des contextes. Du coup, j'ai pas de roadmap, on va dire, de trucs un peu tout fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ouais. C'est intéressant. Euh, Comment établir la relation de confiance avec les autres? Euh, bon, je sais que c'est d'abord les actes hein, qui montrent les choses plus que les paroles. Euh, quelle action leur ferait perdre confiance en moi? Et, c'est intéressant ça. Je vois que dans des endroits où il manque de sécurité psychologique, par exemple, si par exemple je passe du temps avec le manager, l'équipe pourrait le voir d'un mauvais œil parce qu'il se dirait, tiens, je suis en train de raconter des choses sur leur dos, etc., etc. Et cetera. Et ça pourrait effectivement d'être des choses qui font perdre confiance en eux. Et après, poser la question à l'équipe, c'est sympa. Après, est-ce qu'ils sont capables de verbaliser leurs attentes dès le départ? Je ne sais pas. Et aussi la rupture de confiance, je ne sais pas. Je m'interroge. Je t'avoue que j'ai pas de réponse toute faite. En tous les cas, c'est plutôt bien d'être dans l'échange et aussi dans l'explicitation. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je suis très attentif, hein. J'avais fait une vidéo sur ce sujet clairement, qui parle de la différence entre l'explicite et l'implicite, parce que l'implicite mène souvent à la manipulation, hein, qui est pas forcément contre les gens, mais parce que on veut bien faire pour eux, mais on leur dit pas ce qu'on va faire et pourquoi on veut le faire. Et du coup, les gens, on les pousse dans un changement sans qu'ils en comprennent les tenants et les aboutissants. Et du coup, c'est désagréable pour eux. Et généralement, quand vous faites quelque chose qui n'est pas explicite, en fait, ça rejoint un petit peu la manipulation et du coup, ça peut être ressenti de manière désagréable et ça peut générer de la résistance au changement. Donc, effectivement, de poser le cadre de manière claire. Et je sais que certaines personnes, et moi j'ai déjà fait, peuvent rédiger un contrat de coaching pour dire, bah voilà, on va dans cette direction-là, et je vous propose que pour les 6 mois à venir, eh ben, nos objectifs communs soient ça, et que mon domaine d'intervention soit à cet endroit-là, et que mes relations avec vous soient décrites de cette manière-là, etc. Pour écrire un cadre en fait qui explicite notre intervention et permette aussi aux autres de préciser leurs attendus. Donc voilà. On déborde un petit peu du sujet, mais voilà, ça peut répondre à tes questions. C'est très le cadre d'intervention. Donc, effectivement, c'est une discussion qui sont faites avec les équipes et les gens avec qui j'interviens. Mais c'est rarement du premier coup, en fait, hein. C'est une discussion qui peut prendre plusieurs semaines pour essayer de poser le cadre et de voir ce qu'ils attendent de moi et comment on peut le faire. Mais quand on connaît pas l'agilité, c'est compliqué de savoir ce qu'un coach agile peut faire ou ne peut pas faire. Donc, il y a aussi une phase d'explication de ce rôle et puis de là où on veut aller. Euh, et je vois que dans mes attentes auprès de mes missions,
Il y a sûrement quelque chose de l'ordre de changer le monde, vous savez, de le rendre meilleur, euh, de faire qu'il soit plus beau. Parce que j'ai l'impression que il y a plein d'entreprises qui font des choses qui sont de l'ordre de l'exploitation de l'homme, parce qu'on cherche à tout prix à faire de l'argent et on s'intéresse pas forcément à la valeur de ce qu'on fait, et blabla, et blabla, et blabla. Enfin, je pense que vous connaissez le discours. Plus, voilà, j'aimerais bien que les banques, ben, elles travaillent plus pour aider les gens que pour exploiter les marchés financiers, etc. Voilà, j'ai à cœur de changer le monde, c'est une certitude. Donc, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est comprendre chez moi déjà ça, d'aller faire une introspection et dire, bah, quand j'arrive en mission, en fait, pourquoi ça m'excite autant d'y aller? Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Pourquoi j'ai envie de le changer? Et du coup, de me dire, tout ça, en fait, ça m'appartient. Et du coup, de me donner un peu de douceur là-dessus en disant, OK, tu peux rêver et c'est cool, c'est chouette. Mais en vrai, ce qui va se passer sur le terrain va être très différent de tes attentes parce que tu sais pas, tu connais pas le contexte, tu connais pas l'histoire, tu connais pas les gens et surtout, tu sais pas encore ce qui est possible de faire ou pas, en fait. Donc, arrête de te mettre des attentes qui soient très hautes en termes d'ambition et se dire, je vais faire une agilité parfaite avec des métiers qui vont collaborer, on va générer de la valeur, on va avoir des sprints avec une vélocité constante, ça va être hyper prédictible, hyper fluide, on va faire des PI planning de rêve, et puis tout le monde va être aligné, et puis on n'aura plus besoin de chef parce que bah, tout le monde sait ce qu'il a à faire, on communique en direct, on n'a plus besoin de strates intermédiaires. Et puis, les gens vont être récompensés naturellement parce qu'on va réussir nos projets, blablabla, blablabla. Hein, c'est un peu le fantasme dans lequel on peut tomber. J'exagère clairement, mais en vrai, à un moment donné, on aimerait bien ça, en fait. Vous voyez, ce qui est décrit par tous ces frameworks et que ça roule tout seul, en fait, et qu'à un moment donné, j'ai plus besoin d'intervenir. J'ai rajouté cette slide tout à l'heure parce que j'ai repensé à ça. Euh, Se redonner un petit peu d'humilité envers soi-même et expérimenter soi-même le changement. Alors, je vais vous proposer deux choses et vous le ferez avec un camarade un jour, si vous en avez envie. C'est mon ami Oana qui m'a fait expérimenter ça pour justement me sensibiliser vraiment à la dureté du changement. En fait, à tour de rôle avec votre partenaire, vous lui demandez, vous lui dites, bah, change quelque chose chez toi. Donc, change quelque chose chez toi, ça peut être la coiffure, les vêtements, la position, etc. En tout cas, vous demandez à l'autre, change quelque chose chez toi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va changer quelque chose chez nous, voilà, de bon gré ou mal gré. Mais en tout cas, si on est habillé d'une certaine manière, c'est parce que c'est notre confort, c'est parce que c'est notre envie, etc. Et du coup, voilà, on reçoit ce truc-là et on va changer quelque chose de mineur, généralement. Ensuite, vous allez demander à l'autre, change quelque chose chez moi. Et ça, c'est très intéressant aussi. Alors, ce qui se passe ensuite en débrief, c'est qu'on se rend compte que c'est assez désagréable de recevoir une injonction de changer quelque chose chez moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pas OK, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devrait être changé. Et du coup, de recevoir cette injonction, c'est assez désagréable. Donc, je vous invite à l'expérimenter. Et de la même manière, quand la personne vous demande de changer quelque chose, en fait, il y a deux choses intéressantes dans le débriefing, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je peux oser changer chez l'autre? Voilà. Est-ce que je suis à l'aise d'aller changer quelque chose chez l'autre? De le toucher, et je sais pas, d'enlever sa ceinture ou d'enlever son pull ou de décoiffer, etc. Euh, et l'autre, comment il le vit? Cette intrusion de changement. Et tiens, il y a quelqu'un qui vient changer quelque chose chez moi, en fait. C'est très intrusif, c'est très invasif, c'est très désagréable. Donc, voilà, c'est une expérience que vous pouvez faire et vous allez voir un petit peu ce que vous vivez. Et je trouve que c'est un bel apprentissage en quelques minutes. Et ça peut nous redonner aussi un peu d'humilité sur le dire, bah, en fait, nous, acteurs de changement, allez voir les autres et leur dire de changer. Est-ce que c'est vraiment agréable, en fait? Euh, je ne répondrai pas à ta question, Olivier. Je la prendrai tout à l'heure.
Euh, la deuxième chose, en termes d'expérimentation de changement, même pour vous, est-ce que vous avez déjà essayé de changer une habitude alimentaire chez vous, par exemple? Dire, tiens, je vais arrêter de boire du café. Tiens, je vais arrêter de consommer du chocolat. Tiens, j'aime pas les brocolis, et puis désormais, je vais manger du brocoli 2 ou 3 fois par semaine. Je n'aime pas les fruits de mer, et pour autant, voilà, je vais me faire une assiette de fruits de mer 1 fois par semaine. C'est des changements qui sont pas si compliqués que ça, en fait. Et pour autant, est-ce qu'on les fait? Vous voyez? Et des fois, on est motivé parce que on est en surpoids, parce que on a peur d'être diabétique, parce que c'est compliqué, etc. Des fois, voilà, le sentiment d'urgence peut être prégnant. Et pour autant, est-ce qu'on arrive à changer simplement son alimentation? Et c'est quelque chose qui est complètement à notre portée, à notre contrôle. Et pour autant, ça reste une activité qui est très dure, en fait. Donc, je voulais juste vous apporter ça, en fait, vous dire, changer, déjà, se changer soi, c'est déjà pas simple, en fait. Et du coup, nous, on est dans un métier où on essaie de changer les autres, en fait. Et du coup, de reprendre un peu d'humilité en se disant, bah, en fait, c'est une complexité assez faramineuse et je comprends que les gens ils soient opposés au changement, en fait, parce que moi, déjà, je suis opposé au changement, à mon propre changement, en fait. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce que j'avais mis ensuite des outils, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, je préférais cette réflexion. J'aimais bien ce manifeste que j'avais trouvé un jour qui disait ben, peut-être que dans une intervention, avant de se précipiter à faire quelque chose, est-ce que on peut pas ralentir un petit peu et se dire bah, avant d'apporter des réponses toutes faites, d'apporter un framework, d'apporter des pratiques, est-ce qu'on peut pas commencer par poser des questions en fait avant d'apporter des réponses? Est-ce que avant de faire une évaluation de ce qui se passe, c'est de regarder ce qui se passe en fait. Voilà. Et puis, plutôt que d'avoir des points de vue, c'est est-ce que nous, on est capable de changer de perspective et de s'adapter en fait à ce qui se passe et de comprendre le contexte en fait, plutôt que d'apporter un contexte préfabriqué. Et avant de critiquer, effectivement, de dire des comportements, typiquement, hein, ah, on a un manager qui est en commande et contrôle en permanence, c'est mal, etc. Ah, peut-être qu'on peut déjà comprendre pourquoi il est en commande et contrôle. Et s'il est en commande et contrôle, c'est que sûrement qu'il a un sujet de sécurité. Il a un sujet de sécurité, c'est que lui-même, il doit pas se sentir bien dans sa peau et que du coup, c'est sa manière de gérer et que peut-être que c'est lui qu'il faut accompagner avant l'équipe, etc., etc. Et puis, des fois, se dire, mais, en fait, je suis dans le jugement, mais c'est quoi la croyance chez moi, en fait, qui fait que je juge les autres, en fait? En quoi je suis tellement mieux que les autres qui fait que bah, je vais critiquer ce qui se passe, en fait? Et du coup, ça peut être intéressant d'aller voir tout ça et de s'interroger aussi sur qui on est et pourquoi on le fait. Et du coup, ça peut apporter aussi plus de douceur, je trouve. Vous voyez, quand on est dans la colère, en fait, les gens le ressentent. Quand on est dans la frustration, les gens le ressentent. Quand on est dans la critique et le jugement, les gens le ressentent, en fait. Et du coup, si on arrive à sortir de ces émotions qui sont un peu pénibles, euh, bah, peut-être que ça peut être plus doux, notre relation avec les autres. Vous voyez, j'utilise beaucoup la communication non violente, vous voyez, et créer de la douceur. Et du coup, la première personne à qui il faut donner de la douceur, c'est à soi-même. Voilà. Donc, c'est mon invitation, en fait. C'est de dire, est-ce qu'on peut se ralentir et puis, plutôt que de se jeter dans le truc, est-ce qu'on peut prendre le temps un petit peu d'aller voir ce qui se passe chez nous et se dire, mais pourquoi c'est dur pour moi en ce moment? Et du coup, si c'est dur pour moi, bah, les autres, c'est forcément dur pour eux aussi. C'est systémique, en fait. On fait partie du système et on s'intègre au système. C'est un schéma que vous connaissez peut-être, mais c'est toujours intéressant de voir que en fait les gens vont passer par un certain nombre d'états. Et peut-être que on parlait des jeunes tout à l'heure, euh, qui sont plus ouverts au changement, parce qu'ils ont vécu moins de choses, ils ont moins de choses à lesquelles ils doivent faire un deuil, qu'ils sont encore dans l'expérimentation. Et du coup, encore dans l'expérimentation, ben, j'arrive plus vite à l'intégration du coup. Contre, si je suis quelqu'un qui a toujours vécu d'une certaine manière, qui a toujours travaillé d'une certaine manière, avec des vérités, on a toujours fait comme ça et ça a toujours marché, nos projets ils fonctionnent, blablabla. Et ben, à un moment donné, voilà, ils vont peut-être commencer par du choc, du déni, non, l'agilité, j'en veux pas, de la colère, et puis ils vont passer par ces différentes phases. Donc, c'est intéressant aussi de reprendre un petit peu cet aspect humain et se dire, en fait,
les gens, ils sont pas tous au même endroit dans la courbe du changement parce qu'ils n'ont pas tous la même histoire. Et il y a des gens qui tout de suite sont dans l'acceptation, l'expérimentation et l'intégration. Et peut-être qu'il y a des gens, bah, il faut les accompagner différemment dans cette courbe de changement parce qu'ils ont un autre vécu qui fait que bah, ils sont plutôt dans cette colère. Et elle est compréhensible et elle est acceptable. Bon, je vous invite à lire ce livre qui est très intéressant sur comment on fait du changement, avec cette image effectivement de l'éléphant, où eh ben, on essaye en tant que cerveau de diriger nos émotions, etc. Et les émotions génèrent beaucoup d'énergie. Et du coup, l'éléphant, voilà, il peut traverser des grandes distances et des endroits compliqués. Mais voilà, il faut nourrir l'intellect en expliquant ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Il faut trouver les motivations intrinsèques des gens pour leur donner de l'énergie. Et faut avoir un chemin qui soit unique et qui soit compréhensible par tous. D'accord? Donc voilà, ce livre explique tout ça et c'est très intéressant. Il est court, je vous invite à le lire. Il est vraiment passionnant et il nous donne vraiment des clés sur, ben voilà, il faut de la clarté, il faut de la motivation, il faut un chemin. Et voilà, il faut pas y aller juste euh, avec une conviction. Il faut aussi, voilà, être explicite avec les gens. Un dernier élément, alors ça va être rapide parce que j'aime beaucoup utiliser la spirale dynamique qui me permet de comprendre un petit peu quelles sont les attentes et les comportements dans les endroits où je vais travailler. Euh, et donc la spirale dynamique, c'est une spirale donc voilà qui monte et on a qu'on appelle des niveaux de conscience. À chaque niveau de conscience, eh ben on a des comportements qui sont liés et du coup des activateurs qui nous permettent de monter. Et je vais vous proposer rapidement trois niveaux de conscience qui sont le bleu, l'orange, le vert. Le bleu, effectivement, c'est la soumission aux règles et du coup, c'est la peur de l'exclusion. Donc, typiquement dans une entreprise, quand il y a beaucoup de procédures et que les gens font très attention de bien respecter les procédures, c'est qu'il y a un problème de sécurité. Et ben, à ce niveau-là de la spirale, vous allez pouvoir faire une agilité essentiellement de forme, en fait. Au niveau suivant, c'est plutôt un niveau individualiste où on recherche la performance et globalement, on est dans la compétition, on veut devenir chef, veut progresser, etc., etc. C'est le capitalisme. Dans ce niveau-là, on va avoir une agilité qui va être très induite sur l'efficacité, sur l'efficience, avec des KPI qui vont montrer qu'on a bien atteint des objectifs, etc., etc. À un niveau vert, on est dans quelque chose qui est de nouveau collectif, où là, on a besoin de sens, on a besoin de se sentir bien, de se sentir aimé, de se sentir épaulé. Et surtout, on va établir des objectifs communs, on va vraiment être dans le collectif, en fait. Et c'est là où on va pouvoir faire des OKR, etc., etc. Donc, hop, je le montre ici. Hein, dans le bleu, on va plutôt être dans une agilité de forme. Moi, je sais que dans un endroit, on était dans du bleu, vraiment dans de l'insécurité et du process. À chaque PI planning, on avait 80 personnes qui travaillaient. On avait 10 développeurs, donc ça vous montre déjà une proportion de temps de préparation parce qu'on avait peur de mal faire les choses. Et on délivrait 3 user stories par PI planning tous les 3 mois. Et les gens étaient hyper contents parce que tous les process étaient respectés et on faisait des beaux PI planning, on avait des daily meetings, etc., etc. Mais on n'était ni efficace et ce qu'on produisait n'avait pas forcément de valeur. Mais c'était le maximum qu'on pouvait faire dans ce cadre-là, puisqu'on était dans un environnement qui était plutôt bleu. Dans du orange, on va vraiment aller dans la vélocité, dans la performance, le KPI, et puis la réussite. Et puis, chacun va essayer de trouver sa manière de se valoriser. Et dans le vert, bah, c'est là où on va essayer de trouver la valeur business, les OKR, etc., etc. Donc, le bleu, c'est le besoin fort de cadre, se sentir en sécurité, prouver qu'on a respecté ce qu'il fallait faire. L'orange, c'est la recherche de performance suivie des indicateurs, savoir qui est méritant, faire plus, pour faire plus, toujours plus, etc. Et dans le vert, c'est partager la vision, partager le travail, visualiser ce qui a de la valeur. Et le jaune, je n'en ai pas parlé, hein, qui est quelque chose de plus holistique et qui plus systémique, avoir une vision globale de ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dans l'agilité, en fait, on est plutôt dans un niveau jaune, puisqu'on est dans un niveau plutôt systémique. Mais on se base sur du bleu parce qu'on a besoin d'un cadre qui est fort. Hein. Scrum, par exemple, il y a un cadre qui est très fort. Safe, un cadre qui est très fort aussi. On a besoin de produire quelque chose.
Et c'est OK. Hein, il faut quand même qu'on produise des choses. Mais on peut le faire en lui donnant du sens, en se sentant bien dans ce qu'on fait. Et surtout, on va travailler à des niveaux locaux, mais on va travailler à des niveaux globaux parce qu'on veut vraiment tous travailler ensemble dans un même sens, parce que on a du sens dans ce qu'on fait, etc., etc. Donc l'agilité, normalement, ça devrait être tout ça. Mais effectivement, en fonction des entreprises dans lesquelles je suis, par exemple, j'en suis une banque, je sais que ça va être plutôt la recherche de la performance avec beaucoup de procédures parce qu'on a besoin de sécurité. Du coup, je peux pas faire une agilité où je mets du sens et des OKR. Ça n'a pas de sens, en fait, dans cet environnement-là, pour l'instant. Du coup, je vais commencer par faire une agilité de forme, une agilité de performance. Et du coup, je peux connaître mes ambitions et réduire mes attentes. Et du coup, me dire, bah voilà, je suis dans tel contexte, donc je sais que je pourrais aller jusque-là, et je suis pas déçu, et je suis déjà super content de ce que je fais. Et j'aurais apporté de la valeur aux gens. Et une fois que j'aurai fait ça, bah peut-être que je peux commencer à construire, à semer les graines pour essayer d'attirer les équipes vers des niveaux supérieurs qui vont permettre ensuite d'autres choses. Mais cela va prendre du temps puisque c'est un changement de culture et de mindset et une élévation de conscience. Donc voilà, l'histoire que je vous raconte là, c'est se dire, prenez en compte vraiment la culture de l'entreprise dans laquelle vous êtes et dites-vous, tiens, plutôt que d'essayer de forcer vers quelque chose qui n'a pas de sens pour l'entreprise, essayez déjà de leur apporter de la valeur. Moi, je sais que j'ai une amie qui me disait, je comprends pas, l'équipe là, elle cherche toujours à savoir la définition d'une user story, d'une épique, savoir le cadre, combien d'user stories dans chaque épique, etc. Et moi, j'essaie de leur expliquer que avant tout, c'est la valeur, c'est le sens, etc., etc. Et en fait, ils veulent pas. Et je dis, bah non, en fait, ton équipe, elle est dans un bleu-orange, donc d'une part, elle a besoin de beaucoup de cadres, et d'autre part, elle va chercher de l'efficacité. Et toi, tu lui parles de sens, tu leur parles de valeur. Et c'est pas du tout leur préoccupation. Ouais. Ce qu'ils ont besoin, c'est de sécurité, d'abord tout. Donc, il faut créer des moyens de leur apporter de la sécurité psychologique. Donc, sûrement qu'il faut travailler avec les managers, sûrement que machin, etc. Parce qu'ils ont peur de mal faire et de pas bien appliquer. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire, voilà, prenez à comprendre votre contexte et ça va vous donner aussi votre juste ambition et vos justes attentes. Et donc, je conclurai là-dessus. Hein. Donc, c'est aussi, voilà, moi, ce que j'aime, et c'est des mots que j'utilise depuis l'année dernière, c'est prendre conscience de soi, prendre conscience de son environnement, comprendre conscience des gens qui sont autour de nous, et du coup, faire en conscience, plutôt que d'appliquer, je veux pas dire, bêtement quelque chose ou par conviction de vouloir super bien faire et se dire, bah, je vais vous apporter un monde meilleur. C'est faire en conscience et dire, bah, pour l'instant, je peux leur apporter ça. Et c'est déjà chouette. C'est vraiment cool. Et peut-être que plus tard, je pourrais leur apporter autre chose. Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on fait peu de l'agité de forme là où je suis. Euh, et en même temps, voilà, je leur fais des sensibilisations à la communication non violente pour leur apprendre la sécurité psychologique. Et une fois qu'ils auront acquis ça, bah, peut-être qu'on pourra aller vers plus d'efficacité. Et ensuite, peut-être qu'on pourra aller vers plus de sens. Et je développerai leur intelligence émotionnelle pour les aider, etc., etc. Mais je vais y aller progressivement par étapes et je sais quels sont les leviers que je peux utiliser. Voilà, c'est fini pour moi. Merci de votre écoute et de votre patience. Merci pour vos remarques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Olivier, tu me demandais comment on gère la frustration. Euh, En fait, c'est un travail, peut-être un peu de développement personnel, c'est déjà d'aller voir la frustration, en fait. C'est-à-dire, mais tiens, mais pourquoi je suis en colère, en fait? Pourquoi je suis toujours dans cet état un petit peu nerveux? Et me dire, putain, ils font pas ce qu'ils veulent, machin, etc. Et peut-être d'aller t'interroger toi sur te dire, est-ce que j'ai pas placé pour moi-même, en termes d'exigence, un truc trop? Est-ce que je peux pas réduire mon attente? Et du coup, est-ce que ça pas réduire ma frustration? Si tu vois ton cri déplacer les pans. Merci, Julien. Du coup, voilà, mon conseil pour gérer la frustration, c'est, voilà. Euh, J'avais fait notre conférence où j'expliquais que c'est intéressant aussi d'avoir un superviseur, hein, justement pour aller déposer aussi tout ça, toutes ces émotions qui peuvent être désagréables, etc. Et de travailler avec lui pour regarder un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil aussi, c'est voilà, de participer à ce genre d'événement et d'aller te ressourcer avec d'autres gens
pour refaire le monde et reprendre de l'espoir et reprendre de l'énergie et pouvoir repartir dans ta mission avec tout un tas d'élan en disant, bah, en fait, il y a des endroits où c'est possible. Et peut-être que faut que je réfléchisse à la manière dont que je fais. Voilà mes conseils. Exactement, comme au Piaf. Voilà. Et moi, je sais que c'est un ressourcement énorme de venir dans tes conférences parce que voilà, ça me remonte en énergie. Je recrois dans mon métier. Je croise des gens qui m'inspirent. Je croise des gens qui ont fait des choses. Et du coup, je me dis, allez, c'est possible en fait. C'est juste que là, pour l'instant, c'est pas le bon moment ou peut-être que je m'y prends mal, blablabla, etc. Mais en tout cas, ça me ressource et c'est super intéressant de voir tout ça. Donc, le soutien d'un père, je trouve que c'est une très bonne pratique. Et le soutien de la communauté aussi, c'est une très bonne pratique. Je mets ça à la taverne. Tanta, elle est dans la taverne, et puis voilà. Pascal, je me permets d'intervenir. Est-ce que tu peux montrer le code PMI pour ceux qui... C'est vrai, Voilà, parfait. Je te remercie. avec plaisir. Merci à tous et bonne continuation.